Alors, on va parler de l'état Esdale, mythe et réalité. Qui dans la salle a entendu parler d'un certain James Esdale qui utilise l'état Esdale, qui connaît l'état Esdale, etc. On va déjà un peu commencer par une anecdote un peu incroyable quand même, c'est de réaliser que la chirurgie pendant des années, c'était ça. Faire opérer, ça ne voulait pas dire qu'il irait jusqu'au bout le jour J. L'un des patients de Liston devait subir une opération de calcul vésical. C'était une méthode douloureuse. Il fallait insérer une tige dans le pénis du patient et faire sortir le calcul par une fente faite entre les jambes. Le patient de Liston était tellement effrayé par cette opération qu'il se débattit contre les assistants qui le retenaient et alla s'enfermer aux toilettes. Liston descendit le chercher et enfonça la porte avec son épaule. Il traîna son patient terrifié sur la table d'opération et se remit au travail. Les opérations de la vésicule sont très redoutées à cause de la partie du... Alors, ce qui est rigolo, c'est... Enfin, non, c'est pas rigolo, hein. Mais... Alors, vous trouvez ce documentaire sur YouTube, ça s'appelle « Scream, histoire de l'anesthésie ». Et Scream, ça illustre bien, en fait, ce qu'était la chirurgie jusque... on va dire fin 19e, 20e, etc., juste avant l'avènement des anesthésiques, c'est-à-dire les patients, ils avaient, on va dire, une chance sur deux déjà de faire un arrêt cardiaque, ensuite une chance sur deux de faire une hémorragie sur la salle, enfin sur la table d'opération, et ce n'était même pas une table, on va comprendre ce que c'était, et puis après peut-être une chance sur deux de faire une infection post-op, donc en fait c'était vraiment ce qu'on appelait l'opération de la dernière chance. À Londres, vous pouvez aller visiter, à la Royal Society of Medicine, il y a encore des amphithéâtres où on opérait les patients. Et ce qui est incroyable, c'est que ces patients, donc c'était une table en fait en bois brut, avec des sangles en cuir, on attachait les patients pour pas qu'ils bougent, donc il y avait des opérateurs qui venaient attraper les patients, qui les attachaient. Et ce qui est incroyable surtout, et moi ce qui m'a le plus surpris, c'est que c'était des interventions qui étaient publiques. C'est-à-dire, n'importe qui pouvait venir assister à ces interventions. Et ça me paraît quand même dingue. Et puis, nous avons un personnage. Alors, je vous raconte très brièvement l'histoire de ce personnage, James Esdale. Vous pouvez trouver d'autres détails dans les bouquins d'histoire de l'hypnose, mais je vous la fais courte. Il naît en 1808. Lui, il est écossais et il fait ses études à Édimbourg, etc. Il est issu d'une famille assez peu fortunée. Il ne peut pas ouvrir son cabinet. Et à ce moment-là, la Compagnie royale des Indes propose à des médecins d'aller s'installer donc en Inde. C'est des contrats de 20 ans incompressibles. Et en fait, Esdale arrive en Inde et il déteste l'Inde. Il déteste le climat, il déteste... Enfin bon, il ne s'adapte pas. Et donc, il est très malheureux, il se marie, et puis sa première femme meurt. Enfin bon, c'est quelqu'un qui a un destin, on va dire, assez tragique. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il s'intéresse un petit peu à la médecine traditionnelle, parce que c'est un esprit assez... on va dire, il n'est pas très ouvert, il est plutôt un peu secret. Et par contre, il est très curieux. Donc, il va s'intéresser à la médecine traditionnelle. Et il y a beaucoup de traces, en fait, de ce qu'on appellerait de l'hypnose non verbale à travers les médecines traditionnelles hindoues. On connaît le fakirisme, on connaît les yogis. Enfin, ils ont vraiment un héritage de cette médecine qu'on appellerait maintenant psychosomatique. Il s'y intéresse et en même temps, il est abonné à une revue qui s'appelle The Zoist. Et The Zoist, c'est une revue qui est éditée par Elliotson. Elliotson, c'est l'un des grands noms de l'hypnose britannique qui a été le premier à amener en fait le mesmérisme, c'est-à-dire le magnétisme animal, à l'hôpital. Il lit cette revue et il voit qu'il y a une nouvelle thérapie, enfin une nouvelle thérapeutique qui existe. Et il commence à essayer ça. Et puis il commence à avoir des résultats intéressants. Et il commence à avoir des résultats intéressants, particulièrement au niveau chirurgical. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va proposer d'utiliser le mesmérisme, qui était plutôt utilisé dans un domaine, on va dire, qu'on appellerait maintenant d'affection psychosomatique, à une pratique chirurgicale. Et il va découvrir ce qu'on appelle l'hypnoanesthésie, c'est-à-dire la capacité du sujet à manifester une anesthésie au niveau de son corps grâce à l'hypnose, c'est-à-dire la transe à vocation thérapeutique. Ça va tellement bien marcher qu'il va faire un premier bouquin qui s'appelle Mesmerism in India, où il fait un peu les rapports chirurgicaux. Donc,
il y a pas loin de 2000 opérations qui sont décrites, et dont 200 majeures. Quand je parle d'intervention majeure, c'est des amputations de membres, des exérèses de cancer, des trépanations, il y avait beaucoup d'éléphantiasis, donc beaucoup de choses avec des incisions, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement les patients ne se plaignent d'aucune douleur, il n'a pas d'hémorragie pendant l'intervention, mais surtout la récupération post-op est bien meilleure. Et il arrive à 20% de décès par infection, ce qui à l'époque était phénoménal, compte tenu du contexte clinique. C'est-à-dire la sepsis, c'est Semmelweis, c'est un siècle après. Hein. Donc, Esdale, il a quand même trouvé quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'on fait, à votre avis, avec un personnage comme ça? Alors voilà, ça c'est une première option, on peut le brûler. Ensuite, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, il y a une première commission, un peu comme la commission royale de Mesmer, qui vient enquêter à Calcutta, et puis, OK, on trouve que ça marche. Et donc, on ouvre des hôpitaux mesmériques, et il va y avoir 2, 3, 4 hôpitaux mesmériques ouverts sous le patronage de Esdale à Calcutta. Et puis, ça va un peu se répandre. Et puis, au bout de 20 ans, lui, il n'a qu'une envie, c'est de retourner chez lui, en fait. Et il part, et là, à ce moment-là, on n'entend plus du tout parler de la médecine mesmérique en Inde. Par contre, autant le premier Mesmerism in India n'a aucun intérêt, parce que c'est juste un rapport médical avec un tableau, autant le deuxième qu'il a écrit, Natural and Mesmeric Clairvoyance, je crois qu'il a écrit en 1852 ou 1853, donc peu de temps avant de mourir. C'est intéressant parce qu'il est arrivé en Angleterre, et en Angleterre, il arrive avec toutes ses publications, ses rapports médicaux. Et là, qu'est-ce qu'on lui dit? Alors, on va lui dire plusieurs choses. Premièrement, ce n'est que pour les autochtones. Et tout ce que vous avez décrit ne s'appliquera pas, évidemment, au royal sujet britannique, qui n'est pas influençable par ses pratiques mesmériques. Deuxièmement, on va lui dire que... Pardon? Voilà, il ne travaille plus pour eux. Non, mais ce n'est pas ça. On va lui dire que ces gens-là ont simulé pour lui faire plaisir. Et troisième argument, argument le plus intéressant. Dieu a créé le mal. Exactement. Seul Dieu a le... Alors, le mal fait partie de... La douleur fait partie de la guérison, du processus de guérison. Et seul Dieu a le droit de décider si l'homme doit souffrir ou pas, et surtout pas James Esdale. Et puis, en même temps, on commence à découvrir... 1859, il y a un célèbre dentiste qui commence à s'intéresser au gaz hilarant, et qui commence à découvrir en fait les prémices de l'anesthésie chimique. Donc on lui dit, non mais votre méthode du Moyen-Âge, allez hop, aux oubliettes. Il meurt dans l'oubli, etc., en 1859. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y a eu Esdale, il y a eu donc Elliotson, le pionnier, et dans le trio, le troisième, c'est Braid, James Braid, qu'on connaît tous, et qui est, alors non pas l'inventeur du mot hypnose, ça c'est un contresens historique, mais en tout cas, quelqu'un qui a permis de passer du magnétisme animal à l'hypnose. Parce que Esdale, lui, ne fait que du mesmérisme. Alors, quand on lit Mesmerism in India, il y a très peu de description de sa technique. Okay, on ne sait pas ce qu'il faisait, en fait, pour obtenir cet état-là. Quand on lit le second, qui est beaucoup plus gros, il y a toute la description de ces techniques. À votre avis, qu'est-ce qu'il faisait? Donc, c'était un mesmériste. Donc, comment il faisait pour obtenir ces... Des passes, ouais. Alors non, il n'avait pas de baquet, lui, parce qu'il ne connaissait pas le baquet de Mesmer, premièrement. Et puis comme c'était il fallait que ce soit chirurgical, il ne pouvait pas mettre les patients autour d'un baquet, attendre qu'ils tombent en... Enfin, ça n'aurait pas été pratique. Non, il aurait pu, mais ça aurait pu être une option. Exactement, ouais. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va magnétiser quelqu'un. Donc par exemple, le patient vient, bah, tiens, tu as un patient de James Esdale, allez hop, assieds-toi. Donc il va commencer par faire des grandes passes comme ça, ce qu'on appelle les passes longues, ensuite les passes brèves, les passes courtes, etc. Je vous ferai une autre fois l'histoire du mesmérisme, mais là on va faire rapide. Donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, au bout d'un moment, le sujet va tomber dans un état de transe. Okay, et ensuite, bah, il va faire des passes. Il va faire des passes pendant des jours, voire des semaines. Alors comment il fait ça? Il a des assistants.
il a des assistants qui sont mesméristes, à qui il a formé, et donc qui vont faire des passes. Au bout de 15 jours, alors des fois une semaine, des fois 15 jours, il a un test pour savoir si le patient est prêt pour la chirurgie. À votre avis, c'est lequel? Je ne pourrais pas faire ce test devant vous. Non. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? Yes, mais où? Voilà, vous avez compris. Alors, si c'est un homme, il pinçait les testicules. Et si c'était une femme, il pinçait le doigt de pied. Et vous voyez si le patient réagissait. Et s'il ne réagissait pas, qu'est-ce qu'il faisait? Non, il prenait son bistouri, il plantait, et vous voyez si le patient réagissait. OK? Ouais. Ensuite, ce qui était intéressant, c'est que souvent, et ça c'est intéressant parce que les mesméristes, c'est de l'hypnose non verbale. Il n'y a aucune suggestion. Il ne lui dit pas « tu t'endors », il ne lui dit pas « tu ne sens plus rien », etc. Et ça, c'est vachement intéressant. Souvent, il lui disait « réveille-toi » ou bien « bouge un bras, bouge un pied ». Et en fait, il ne se passait rien. Le patient était, entre guillemets, comme inerte. Et il se rendait compte que pour l'opération, s'il fallait opérer le bras, il mettait le bras comme ça, et le bras, il restait dans cette position le temps de l'opération. Il avait développé non pas une catalepsie, mais une catatonie. Et ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas la même chose. Merci. Ah ben, on ne lui a pas pincé les... bravo, il n'a pas de mérite. Hein. Alors, là, il y a quand même des choses à prendre. Pour nous, hypno, c'est que premièrement, quand on met quelqu'un dans une transe prolongée, on va avoir des phénomènes hypnotiques qui apparaissent spontanément. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut faire de l'hypnose sans suggestion verbale. C'est le principe du mesmérisme, c'est l'hypnose non verbale. Et troisième élément, c'est qu'une transe très longue, prolongée dans le temps, produit des effets que pour l'instant, je dis pour l'instant entre guillemets, on a mal évalués au niveau de la médecine occidentale. Je vais vous montrer comment on fait de l'hypnoanesthésie au cabinet. Ça fait flipper, hein. Alors le son est un peu pourri là parce que... Donc je fais fixer au patient, alors j'ai une lampe d'ophtalmo, ok? Je lui fais balayer la lampe à droite, à gauche. Je suggère ensuite la fermeture oculaire en lui disant les paupières se mettent à battre, les yeux sont fatigués. Vous fermez les yeux et vous rentrez profondément en hypnose. Je prends le bras, il devient très rigide. Je bloque le coude, le poignet, l'épaule. Le bras devient de plus en plus rigide. Plus vous allez essayer de plier le bras, plus il devient de plus en plus rigide. 2 fois plus rigide. Catalepsie molle. Là, l'assistante m'indique que j'ai fait une connerie parce qu'il a été opéré. Et donc, il a des cicatrices que je n'avais pas vues. Là, filtre de distraction. Vous allez continuer d'entendre tous les bruits autour de vous. Le téléphone, le cabinet, les assistantes, tous les bruits en arrière-fond vous permettent de vous détendre encore plus, d'aller plus profondément en hypnose. Et vous allez dans le sommeil profond. J'utilise toujours l'expression sommeil profond, tout en continuant à tout entendre, pour pas que le patient dise « je n'étais pas en hypnose parce que j'ai tout entendu, je ne dormais pas ». Donc sommeil profond en continuant à tout entendre, c'est moi une suggestion que j'aime bien. Rien ne vous dérangera, rien ne vous embêtera, tout sera simple, tranquille, facile. Vous ne sentirez absolument rien. Et dans la bouche, plus les sensations seront présentes, les pressions, l'eau, les bruits, les vibrations, plus vous irez encore plus profondément, toute la zone sera totalement insensible. Et après, approfondissement, très simplement, sur chaque expiration, vous allez encore plus loin, plus bas, plus profondément en hypnose.
Et quand vous aurez atteint un niveau de profondeur suffisamment profond pour qu'on puisse commencer, la bouche s'ouvrira toute seule, bien grand, etc. Ah là là. Oh, la petite nature, et je vous avais dit qu'il y aurait du sang. Hein, alors, si vous voulez rester... Je l'ai suggéré. J'ai dit le bras devient dur et après, dans un instant, le bras devient complètement mou et relâché. Et en retombant, vous allez approfondir cet état d'hypnose. Alors, comment est-ce qu'on obtient ça, à votre avis? En payant le sujet. Exactement. Non. Alors, j'aurais pu le payer, mais c'est lui qui va me payer à la fin. Non, comment on obtient ça? Premièrement, mais bien sûr, pour l'hypnoanesthésie, il y a 3 éléments. La motivation du patient, la sélection du patient, okay, et l'intérêt du patient à ne pas faire d'anesthésie. Ce qui veut dire que c'est des éléments qui ne sont pas modélisables pour tous les patients, premièrement. Parce que motivation du patient, bon, ben, écoute, si tu dis à quelqu'un, on peut t'opérer sans anesthésie, est-ce que tu es motivé? Ben non, je n'ai pas envie d'avoir mal. Mais si tu lui dis non, mais tu ne sentiras rien. Non, ben non, non, quand même. Ou bien souvent, les patients me disent, ah, vous me faites l'hypnose hein, pour la détente, par contre, vous mettez l'anesthésie quand même. Hein. Voilà. Donc, OK. Donc, il faut qu'il soit motivé à ce qu'il n'y ait pas d'anesthésie. Deuxièmement, sélection. Combien, par votre expérience, combien vous avez de patients somnambuliques en pourcentage au cabinet, en première séance? Allez, 20%. On va rester dans les stats classiques depuis Bernheim. 20, 60, 10, 10. C'est-à-dire 20% somnambuliques, 60 trans moyennes, 10% trans légères et 10% dit entre guillemets résistants. Je pense qu'on est dans les stats à peu près de l'hypnose de scène, 20%. Voilà. Moi, je ne fais pas mieux que les autres. Par contre, la seule chose, c'est que je sais créer, eh bien, à chaque fois, comme disait Bernheim aussi, un apprentissage. C'est-à-dire le patient, à chaque séance, il apprend à aller plus loin, plus vite, plus bas, plus profondément en transe. C'est pour ça que lui, c'est déjà sa 4e ou 5e session. Dès le début, il était somnambulique. Au début, je lui fais les soins qu'il y avait à faire, puis il y avait des dents de sagesse à faire. Et je dis, mais vous êtes tellement bon pour l'hypnose que on peut faire sans anesthésie, hein, ça marchera. Et lui, il dit, ah ouais, je veux bien essayer. Voilà. Donc, motivation, sélection. Et en plus, il faut qu'il ait un intérêt. Il me dit, ouais, puis ça m'emmerdait parce qu'il fallait prendre des médicaments. Et puis, j'étais tout endormi. Oh, super, moi, je vous le fais. Okay. Voilà. Ça, c'est hypno-anesthésie. On va parler ensuite d'hypno-analgésie. Et on va voir que c'est plus le même monde, entre guillemets. C'est-à-dire, il y a vraiment un iota entre l'hypno-anesthésie qui est cliniquement une hallucination kinesthésique négative. C'est-à-dire, le patient, il est privé des facultés kinesthésiques de sensibilité au niveau de la zone opérée. Et pour ceux qui font de l'hypnose dentaire, il y a des élèves du DU ici, il y a Olivier aussi, on sait qu'on galère pour l'obtenir et que ce n'est pas si simple que ça. Okay? Donc là, on vous montre le truc qui marche du premier coup, etc. Mais quand on vous montre que le patient il a des inhibitions, c'est plus compliqué. Et puis, moi, je ne m'embête pas. Hein. Il y a des cas où on rajoute évidemment, il n'y a pas de performance de l'opérateur que je recherche dans ma pratique. Voilà. Il y a un côté expérimental, j'aime bien pousser le bouchon plus loin, mais par contre, ce n'est pas pour moi, c'est pour le patient. Et le but, c'est toujours le confort et le bien-être du patient, c'est-à-dire la gestion du stress, de l'anxiété et de la douleur. OK? Bon, j'avance parce que l'extraction d'une dent de sagesse, ce n'est pas passionnant. Et puis, comme ça fait quand même un petit moment que je fais de l'hypnose opératoire, j'avais été formé par John Butler, qui est en anglais, et qui, lui, avait travaillé beaucoup en auto-hypnose, sur l'hypno-anesthésie. Et il avait eu une opération à faire au niveau abdominal, donc vous allez chercher John Butler, self-hypnosis, etc., sur YouTube, et vous allez le voir, il s'est fait opérer, donc ouvrir le ventre de là à là, en auto-hypnose. Et vous savez tous, comme vous faites de l'hypnose, que autant l'hétéro-hypnose, c'est simple, autant l'hétéro-hypnose, c'est compliqué. Voilà, parce qu'il y a une gestion de la profondeur de la transe qui est beaucoup plus simple quand on a un opérateur qui nous guide, qu'en auto-hypnose, on est obligé d'être à la fois son opérateur et son propre sujet, ce qui veut dire que on ne peut pas complètement diminuer le conscient, sinon on part dans les limbes, et en même temps, on ne peut pas
c'est difficile d'arriver à trouver cet équilibre entre le conscient et le subconscient. On va en parler après. Donc, il y a un équilibre de la transe. Et j'avais demandé à John Butler comment est-ce que tu as fait, etc. Il me dit, en fait, le secret, c'est quand tu travailles sur toi-même, sur l'hypnose, la douleur, l'hypnoanesthésie, etc. Il ne faut pas chercher à l'obtenir, sinon tu vas toujours ramener du conscient. Il faut le laisser venir. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'est resté. Et après, j'ai dit, OK, tu t'étais préparé comment? Il m'a dit, ça m'a pris 6 mois, à raison de 3 séances d'auto-hypnose par semaine à peu près. Et alors, OK, bon, il faut être prêt à investir 6 mois de son temps pour faire de l'auto-hypnose. Et puis moi, je m'étais abîmé le pied en moto. J'avais les kinés, là, aidez-moi, une algodystrophie au niveau de l'articulation. Et donc, j'avais beaucoup travaillé sur la douleur, le truc, etc. Et puis, à Noël, c'était il y a 2 ans, bêtement, comme tout mauvais patient, je me casse une molaire sur un noyau d'olive. Une dent vivante, en plus. Et j'appelle un copain, je lui dis, putain, je crois qu'il y a un truc, j'ai une fêlure, j'ai entendu un truc, machin, etc. Et là, boum, diagnostic, il faut extraire la dent, quoi. Et là, j'ai dit, bon, bah, écoute, tiens, je vais pouvoir bosser en auto-hypnose. Donc, j'appelle le copain. Et alors, ce qui est génial, c'est que c'est un copain qui a fait le DU d'hypnose, donc qui est formé à l'hypnose. Et en fait, ce qui était abominable, c'est que, entre guillemets, pendant la session, moi, j'étais peinard parce que je ne sentais rien. Mais alors, lui, il était dans un état de stress abominable. Bon, attends, j'avance un peu. Et, alors, on va voir. Donc, c'est moi cette fois-ci. Donc, il faut tester sur soi. Hein. Moi, j'aime bien l'hypnose expérimentale. Donc là, pour ceux qui connaissent un peu, j'ai fait du fractionnement en fait. Je mets mon bras en l'air, je fais du fractionnement et je laisse venir des sensations dans ma main. On pourra travailler là-dessus, mais c'est pas trop le topic de la conférence. Aujourd'hui, c'est plus l'état Esdale, alors que là, ça serait plus hypnoanesthésia, etc. Et quand j'ai les sensations qui viennent dans la main, donc je me répète mentalement endormi, engourdi, endormi, engourdi, endormi, engourdi. Je les laisse venir d'abord sur le dos de la main, ensuite les doigts de la main, la pulpe des doigts, la paume de la main. Et quand j'ai la sensation d'engourdissement complet au niveau de la main, en fait, tout simplement, je laisse retomber le bras et je transfère sur la zone qui doit être opérée. Je transfère, c'est-à-dire je laisse venir sur la zone opérée les sensations d'engourdissement, d'endormissement. Et après, un truc qu'on a beaucoup oublié et qu'a amené Braid, c'est quoi? Braid, il lance le mot hypnose et puis il s'aperçoit que ce mot hypnose, ça ne va pas du tout parce que tout le monde dit hypnose, c'est le sommeil. Et il se ravise, ouais. Et il dit, mais en fait, on va appeler ça monoïdéisme. Et en fait, ça ne prend pas parce que tout le monde s'était emparé du terme hypnose. Mais monoïdéisme, c'est-à-dire la capacité de la transe, c'est de focaliser l'esprit du sujet sur une idée et une seule idée. Et ça, c'est quelque chose qu'oublient souvent les hypnos, c'est-à-dire souvent, ils oublient le pouvoir de la répétition et le pouvoir du monoïdéisme. On peut vraiment focaliser, c'est le principe de la transe, c'est-à-dire en état de conscience normal, c'est le petit singe qui se balade à gauche, les pensées, machin. En transe, c'est je peux focuser sur un seul truc. Et on se le répète mentalement. Voilà. Donc là, sensation d'engourdissement, d'endormissement, et j'avance un peu. Voilà. Et là, il commence, et là, évidemment, il me pète la racine. Et là, il sort la turbine. Là, je sais que je vais passer un mauvais moment. Et donc, il va y en avoir pour une demi-heure. Donc, voilà. Non. Voilà. Et alors, à la fin, tu vas voir ce qui est rigolo. Et en fait, ce qui m'avait dérangé presque le plus, c'était que je sentais l'état de stress qu'il avait. Et comme j'étais dans mon truc, je n'allais pas m'interrompre, je n'allais pas lui dire non, mais tout va bien, je gère, etc. Puis, de toute façon, il voyait que je ne bougeais pas. Donc, ça, c'est possible, mais ce n'est pas possible pour tout le monde. Et ça nécessite beaucoup d'entraînement. Voilà. Donc là, c'est toi qui t'es mis en auto-hypnose. Ouais. Et si lui, il a fait le DU avec Oui. Il aurait pu me mettre en hypnose, bien sûr. Mais déjà, dans les étudiants que j'ai du DU, c'était première promo.
en fait, je me rends compte que on va dire sur la durée, j'ai à peu près un tiers. C'est-à-dire un tiers qui vont utiliser l'hypnose formelle au cabinet, un tiers qui vont l'utiliser plus pour hypnose, communication, etc. Et un tiers plus pour eux-mêmes, auto-hypnose, gestion du stress du praticien, etc. Ouais, voilà. Et ouais, on devrait faire ça. Alors, on va reprendre quelques... Est-ce que vous avez... On va reprendre quelques définitions et après on posera les questions. Alors déjà, en fait, il y a plein de trucs qui prêtent à confusion. Il y a l'état Esdale. L'état Esdale, c'est ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire une transe mesmérique prolongée sur plusieurs jours. L'interprétation qu'on a maintenant, ce serait que cette transe prolongée sur plusieurs jours, ça reproduit, entre guillemets, les conditions de sédation d'une anesthésie générale. En fait. Au bout d'un moment, on est tellement enfoncé profondément dans la transe hypnotique que c'est comme si le corps on débranche tous les fils du corps et de l'esprit. Et c'est pour ça qu'il y a une anesthésie qui est spontanée. Ensuite, est-ce que quelqu'un connaît la différence avec le coma hypnotique? Alors non, c'est encore autre chose. Coma hypnotique, c'est encore plus ancien. C'est décrit dans les années... ça vient de l'hypnose de spectacle et c'est décrit dans les années 1910-1920. C'est le patient qui tombe en hypnose de spectacle, et qu'on ne peut pas réveiller, entre guillemets. C'est-à-dire, on lui fait toutes les suggestions et il ne bouge pas, il reste comme ça. 1 sur 10 000, à peu près. On avait parlé à midi. Moi, j'ai eu 2 patients qui ont fait des transes comme ça, où ils restent en hypnose et on ne les sort pas de l'hypnose. Voilà. Eh bien, alors après, je te dis, 1, 2, 3 heures et 1, 6 heures. Alors, on va en parler après, comment les sortir de cet état du coma. Mais moi, l'idée que j'en ai, c'est qu'avec toutes les techniques qu'on a, ce qu'on appelle la menace hypnotique de Dave Hellman, les techniques d'Erickson, les techniques aussi de Jerry Kine, etc., quand ils y vont, c'est très compliqué pour les en sortir. Après, je parlerai d'une expérience avec un copain qui est psychiatre, là, à Milan, et lui, le patient, il est resté 3 semaines. Ouais. Ensuite, transe léthargique. À l'époque de Charcot, on avait une classification, je ne sais pas si vous vous rappelez ça, léthargique, catalepsie, somnambulique. Et on disait que pour passer de l'un à l'autre, il fallait frotter le vertex, il fallait des trucs complètement anecdotiques. Mais la transe léthargique, c'est le patient qui tombe dans le sommeil. Okay, la transe stuporeuse, ça c'est Milton Erickson qui a défini ça, c'est-à-dire ralentissement psychologique et physiologique du sujet. Milton Erickson, si vous lisez les Collected Papers, il consacre, je crois qu'il y a 4 occurrences sur combien 6000 pages sur la transe stuporeuse. D'ailleurs, ça ne l'intéresse pas la transe stuporeuse. Pourquoi? Parce que le sujet, il est inerte, il ne bouge pas, il ne fait rien. Il ne fait rien au niveau du corps, mais il ne fait rien au niveau de l'esprit. Et l'hypnose chez Erickson, c'est éveiller, travailler avec les processus subconscients, etc. Donc un sujet qui ne veut pas bosser, qui n'a pas envie de bosser et qui est, entre guillemets, comme un légume, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, Rossi lui demande « Mais alors, comment vous faites pour induire cette fameuse transe stuporeuse ?» Et là, est-ce que vous connaissez la réponse ou pas? Milton Erickson, il dit « Très simple. » Et là, il y a deeper, deeper, deeper. Il y a 3 pages de deeper. Donc, il n'y a pas grand-chose. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'hypnosédation, c'est-à-dire ça consiste à créer une sédation, c'est-à-dire un ralentissement, une diminution de la conscience grâce à l'hypnose. Et ça, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, alors évidemment depuis très longtemps en chirurgie, mais ça a été remis un peu au goût du jour par une Belge, il y a beaucoup de Belges, que vous connaissez, Marie-Elisabeth Fémonville, exactement. Et c'est intéressant parce que des interventions qui se faisaient sous anesthésie générale, elle ne les fait pas ou elle ne les fait pas faire en hypnoanesthésie. Par contre, elle les fait faire en local et l'hypnose sert de sédation. Et ça permet d'avoir une récupération bien plus grande parce qu'on va faire juste une anesthésie. Je pense à ça parce qu'elle a fait beaucoup d'expérimentations sur les thyroïdectomies. Donc, c'est intéressant. Alors, à votre avis, entre ces 1, 2, 3, 4, 5 trans, c'est quoi la différence? Eh bien, en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En fait, la seule différence, c'est que ce sont des transes de relaxation
Et la seule différence, c'est le curseur, c'est-à-dire c'est une différence quantitative. Le plus extrême, c'est l'état Esdale, parce que c'est une transe prolongée. Pour retenir, en fait, c'est très très simple. Vous imaginez que vous avez votre sujet, et votre sujet, quand vous faites de l'hypnose, vous allez diminuer son conscient. OK ? Conscient, c'est un gros ballon, et vous allez le diminuer. Le conscient, quand je parle du conscient, ce n'est pas là. C'est la conscience au niveau du corps et de l'esprit. Donc, vous allez diminuer son conscient, et on va comprendre comment, parce que c'est tout l'intérêt de cette présentation. Et en diminuant le conscient, vous allez provoquer un ralentissement psychologique et physiologique. Donc, c'est vraiment l'hypnose du sommeil profond, l'hypnose du sujet qui est complètement défoncé, l'hypnose du sujet qui est totalement ralenti, quand on lui parle, il n'articule plus, il est dans la smoule, etc. C'est vraiment ça qu'on cherche dans ces transes de relaxation. Okay ? Pour simplifier, mais c'est un raccourci, Hellman s'était intéressé au sujet qui faisait des comas hypnotiques, parce que lui était hypnotiseur de spectacle. Et il n'y a rien de pire pour un hypnotiseur de spectacle qu'un sujet qui est sur scène et qui dort, parce que ça ne fait pas le spectacle, mais il n'y a rien de pire qu'un sujet qui est sur scène, qui dort et qu'on ne peut pas et qu'on ne sait pas réveiller. Okay ? Donc, Hellman avait trouvé une stratégie pour réveiller le sujet, mais il n'arrivait pas à trouver de stratégie pour induire cet état-là de coma hypnotique. Et c'est sa femme qui, 23 ans après, en le voyant pratiquer, parce qu'elle était avec lui, lui a dit « Tiens, Dave, il y a peut-être une idée en utilisant tel protocole. » Et en fait, ça a marché. Et surtout, il a interrogé les patients et les sujets qui allaient dans cet état-là pour comprendre ce qu'ils vivaient intérieurement et pourquoi ils se réveillaient, entre guillemets, pas. Quand je dis réveiller, endormir, vous avez compris que c'est un néologisme, parce qu'on sait très bien qu'en hypnose, même en transe profonde comme ça, Esdale ou stuporeuse, en transe de relaxation, on garde toujours le rapport avec l'hypnotiseur. Parce que sinon, c'est soit du sommeil, soit le patient est mort. Voilà. Donc, s'il n'y a plus le rapport, c'est qui dort ou voilà. Mais dans la transe de relaxation, donc pour simplifier, on va l'appeler transe de relaxation. Okay ? Et c'est la même chose, c'est-à-dire c'est le sujet qui se ralentit au niveau du corps et de l'esprit. Alors, je vais vous introduire à l'OXO. Et vous allez comprendre, c'est hyper simple. C'est un truc que j'enseigne à mes étudiants pour qu'ils aient une modélisation de l'hypnose très, très simple et qu'ils puissent savoir où ils en sont. Alors, l'OXO, déjà, ça vient un peu de tout ça. C'est-à-dire, en fait, ça vient de toutes ces définitions. Esdale, coma hypnotique, transe léthargique, transe stuporeuse, etc. Et l'idée, c'est de comprendre. Il y a une super étude qui a été faite à Zurich en 2018. C'était l'Hypnoscience Project, 50 sujets. Et on faisait des transes profondes, des transes de relaxation et des transes somnambuliques, pour faire simple. Donc, transe de relaxation, transe Esdale, stuporeux, etc. Et transe somnambulique, transe d'activation. Okay ? Donc, transe Esdale, c'est vraiment celle qu'on va utiliser, on va dire chirurgicalement, et transe d'activation, transe somnambulique, c'est celle de vos cabinets quand vous faites de l'hypnothérapie, et c'est en même temps celle de l'hypnose de scène. C'est-à-dire, c'est vraiment une activation du subconscient. Et quand je dis subconscient, pareil, ce n'est pas là, mais c'est tout le corps et tout l'esprit. Et donc, cette étude, elle a montré en fait les différences à la fois quantitatives et qualitatives au niveau de l'IRM fonctionnel, donc l'imagerie cérébrale, plus les constantes neurochimiques, plus le EEG, c'est-à-dire on enregistrait les fréquences respiratoires, les trucs. Et donc, on a montré qu'il y avait deux types de transes. Et c'est le fameux OXO. Pourquoi OXO ? Tout simplement parce que ça fait O, un gros X et un O. Donc, vous allez comprendre, c'est hyper simple. En fait, quand vous faites de l'hypnose, on va séparer ici. Là, on est dans la transe qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, je ne vais pas parler de ça. Ça, vous reviendrez l'année prochaine. Non, je plaisante, mais vous le savez. Transe de relaxation. OK ? Égale, donc, tous. Alors, vous trouverez donc Esdale, coma. Ce n'est pas le C-Cort, hein, c'est encore autre chose. Vous trouverez stuporeux chez Erickson. Si vous lisez de la vieille littérature, Bernheim, École de Nancy, Charcot, enfin, toute cette période, l'âge d'or de l'hypnose français, ça va être plutôt léthargie. Okay ? Et si vous trouvez de la transe
de l'hypnosédation, ça va être de la sédation en hypnose, etc. C'est le même principe. Donc, vous avez votre conscient, donc c'est moi, là, je suis en train de parler, je suis conscient, etc. Et ce que je veux, c'est que ce conscient, ça devienne une petite cacahuète. OK? Comment est-ce que je vais faire ça? Comment est-ce que je vais obtenir ça avec l'hypnose? Exactement. Je vais faire classiquement une induction, ou pas, et ensuite approfondissement. OK? Donc jusque-là, transe de relaxation. OK? Alors bon, quand même, je vous dévoile la suite, même si on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. La transe d'activation, c'est le somnambulisme, c'est la transe onirique, c'est la transe de rêve, on va dire diurne, bon, etc. C'est donc tout ce qu'on fait. C'est l'inverse. Votre subconscient, c'est une petite cacahuète, et en fait, vous allez l'amplifier pour travailler directement. Et la définition, donc, par exemple, du somnambulisme, alors elle varie selon évidemment les époques, hein, mais si on prend par exemple la définition d'Erickson, c'est le sujet les yeux ouverts, fonctionnement totalement adapté par rapport à l'environnement. C'est-à-dire on est dans transe somnambulique complète avec phénomène hallucinatoire positif, négatif. Comment est-ce qu'on va l'obtenir ça, cette amplification du subconscient? Phénomène hypnotique. OK? Donc ce qui veut dire que moi, toute l'hypnose que je fais, il n'y a aucune induction parce que je veux travailler ici. Mais par contre, comme je travaille sur le corps au niveau chirurgical, j'ai besoin d'outils de cette transe-là. OK? Très simplement, en hypnose classique, ce qu'on faisait, c'est on faisait induction, approfondissement, et après on faisait ce qu'on appelait les tests. Tiens, est-ce que le patient il est en catalepsie? Tiens, est-ce qu'il a l'amnésie? Tiens, est-ce que, etc. Et en fait, petit à petit, on développait son subconscient. Mais le problème, c'est que des fois, il y avait des patients, on fait l'induction, l'approfondissement, et même pas tu as une catalepsie, même pas tu as une lévitation, tellement il est... Donc je pense que, indépendamment de la suggestibilité, il y a une typologie de transe. Parce que sans donner de suggestion de relaxation, lourdeur, etc., il y a des patients qui vont vraiment dans une transe très, très ramollie. Et ça, en hypnose de scène, on les appelle les floppers. C'est-à-dire, les gens, on leur fait une induction et ils deviennent comme un spaghetti mou. Et il faut faire attention parce qu'ils s'écrasent littéralement. Ils tombent en hypnose, mais pour du vrai, là. Donc, au cabinet, on fait toujours les inductions assis. Alors, on va s'intéresser uniquement à ça. Parce que ça va nous prendre pas mal de sujets. Puis surtout, on va faire une induction collective et je voudrais que vous expérimentez ça parce que vous repartiez avec un super outil. Ce qui est intéressant, c'est l'approche qu'avait Hellman, c'est-à-dire une compréhension de l'hypnose vécue de l'intérieur et non vue de l'extérieur. Et que disaient tous ces patients qui avaient des transes de relaxation profonde, à votre avis? Pourquoi ils ne voulaient pas revenir? Exactement. Pourquoi ils ne réagissaient pas à la suggestion? Parce que c'était trop bien. On n'a pas envie d'en sortir et on préfère rester dans cette bulle entre guillemets intérieure. On entend toujours ce que dit l'hypnotiseur ou l'opérateur, mais par contre, on n'a pas envie d'en sortir. Donc ça, c'est un premier élément qui est très intéressant, c'est-à-dire la relaxation va produire en fait tout simplement un état, alors on va appeler ça du bien-être, de la détente, voire même de la béatitude complète. Alors, quand on faisait des tests pour savoir, quand je disais les tests, ils pinçaient les testicules, etc., en fait, ils faisaient 4 tests. Et on les a gardés historiquement, ces tests. Déjà, quand on fait des tests en hypnose, ils ont 3 fonctions. Ils vont servir, premièrement, moi, en tant qu'opérateur, pour savoir à quel niveau est le patient que j'opère, premièrement. Ça, c'est intéressant pour moi. Par exemple, si je vois qu'il n'a pas, je ne sais pas, une catalepsie oculaire ou bien qu'il n'a pas une catalepsie, alors elle peut être molle ou rigide mais du bras, à ce moment-là, je ne vais pas aller plus loin dans les phénomènes hypnotiques. Je vais d'abord travailler là-dessus pour ensuite obtenir des phénomènes hypnotiques plus puissants. Il faut savoir que dans la production des phénomènes hypnotiques, et ça vient, alors c'est très empirique, mais on s'y retrouve à peu près que ce soit en hypnose de scène ou bien en hypnose de spectacle. On a d'abord tous les phénomènes physiques, c'est-à-dire les catalepsies, alors les mouvements idéomoteurs d'abord, voilà. Les catalepsies, les lévitations, sachant que la catalepsie, elle peut être rigide, elle peut être molle, elle peut être collée, etc.
les lévitations, voilà, tous les phénomènes physiques. Ensuite, tous les changements émotionnels. À chaque fois que je touche votre épaule, vous vous sentez super bien, en confiance, vous avez une décharge de joie, de bonheur, vous mettez à rire. Ça, c'est le principe de l'hypnose de spectacle. Ensuite, souvent après les phénomènes physiques, émotionnels, on va dans des phénomènes, on va dire, un peu plus élevés sur le plan cognitif et on va valider une amnésie. Donc, l'amnésie en soi, elle n'a pas d'intérêt parce que c'est pas j'ai oublié, c'est j'ai une perte d'accès momentanée à l'information. Mais elle va être intéressante parce qu'elle va nous permettre d'aller dans des phénomènes, par exemple si on fait de la thérapie, de la régression, de la projection, etc. Et quand on fait de la street, moi à une époque on faisait de la street là, avec une équipe niçoise, on sent que quand on a passé l'amnésie, c'est l'autoroute. Hein. Ouais. Et là, tout ce qui est hypno, analgésie, anesthésie, et on va voir la différence entre les deux. Et là, le Graal, H+, H-, hallucination positive, négative. Ça, c'est basé sur, on va dire, l'échelle de Harry Arons. Donc, c'est la NJH, hein, ça c'est vieux. Hein. Et puis après, toutes les échelles hypnotiques, la Stanford Scale de Hilgard Weissenhofer. Récemment, la dernière qui a été sortie, c'est Gary Elkins, l'actuel président là, du journal de Experimental Hypnosis, machin. Grosso modo, c'est simple à comprendre. Phénomène physique, émotionnel, cognitif, sensitif, hallucinatoire. Okay. Donc, ça correspond en fait à l'amplification du subconscient. Moi, souvent, pour les élèves, je leur explique, je lui dis, en fait, quand vous avez votre sujet en hypnose, c'est un peu comme Pinocchio. Au début, Pinocchio, il faut lui donner vie. Et pour lui donner vie, au début, on va lui faire bouger ses bras. Et puis après, on va le faire rire. Et puis après, on va lui donner un cerveau. Et en fait, c'est un peu cette idée de l'amplification des fonctions du subconscient. Sachant que quand on dit subconscient, conscient, etc., ce n'est qu'une métaphore. C'est des modes de fonctionnement cérébraux. Okay. Mais pour moi, quand je parle du subconscient du sujet, ça, c'était très ericksonien. Il disait « je m'adresse à ton subconscient » ou « je m'adresse… » Erickson parlait d'inconscient, mais peu importe. Hellman, lui, disait « en dessous du seuil de la conscience ». Il ne parlait même pas de subconscient, mais bon, peu importe. C'est de la terminologie. Mais Erickson, à un moment donné, alors ce n'était pas Rossi, ça devait être Zey qui lui dit « mais est-ce que vous croyez que c'est quelqu'un ?» Genre l'inconscient. Il dit « mais non, c'est une métaphore. C'est pour parler thérapeutiquement au patient, c'est pour le dissocier davantage. Mais il n'y a pas quelqu'un qui arrive et qui prend possession du sujet qui s'appelle l'inconscient. C'est des modes de fonctionnement cérébraux et toute l'imagerie cérébrale nous a montré qu'on avait… Alors ça, c'est purement empirique, c'est-à-dire on peut avoir des patients, ils n'auront jamais l'amnésie, mais ils vont avoir l'anesthésie. D'autres, vous allez avoir une catalepsie et puis pas terrible, mais par contre, ils seront super amnésiques. Mais empiriquement, ça marche un peu comme ça. Et en street et en hypnose de spectacle, on fait ces phénomènes. Et pour les valider, on les valide de deux façons. Est-ce que vous savez comment on le fait? Un truc très simple. Yeux ouverts, yeux fermés. On le fait d'abord les yeux fermés et on dit au patient, et dans un instant, vous allez ouvrir les yeux et… Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est une suggestion post-hypnotique. Et on voit si la suggestion post-hypnotique passe. Et si elle passe, là, on a verrouillé et validé le phénomène hypnotique. Alors, ces tests, ils ont trois fonctions. Ils vont nous permettre, nous, d'évaluer la profondeur d'hypnose. Donc, comme je disais, on ne va pas partir sur une anesthésie directe, enfin, une opération sans chirurgie si le patient n'a même pas des mouvements idéomoteurs ou il est en transe légère. Deuxièmement, ils vont être intéressants parce qu'ils vont nous servir ces tests de fonction d'approfondissement. Dans un instant, je vais vérifier le bras est rigide, par exemple. Il est super rigide, impossible à plier, etc. OK, donc on valide, par exemple, la catalepsie. Donc là, on s'en fiche, hein, fais semblant de faire le cataleptique. Et à ce moment-là, je dis, OK, plus tu résistes, plus impossible à plier, etc. Et dans un instant, le bras devient de plus en plus mou et tu vas plonger encore plus profondément en hypnose. Donc le test en soi ne sert à rien. Par contre, on l'enchaîne toujours avec une suggestion d'approfondissement. Et le dernier élément, pour le patient, c'est un… Eh bien ouais. Rappelez-vous toujours que l'hypnose, et ce depuis les anciens mesméristes, c'est l'activation. L'activation de l'hypnose, elle requiert trois ingrédients. L'activation de l'imagination, la suggestion et la croyance. À partir du moment où on a activé l'imaginaire du sujet, on développe la transe. La suggestion, elle peut être verbale, elle peut être non verbale, dans le mesmérisme. Et la croyance,
ben, finalement, c'est le degré de réalité qu'on a, le degré de certitude qu'on a en nos pensées, c'est-à-dire à partir du moment où le subconscient accepte une idée, ça devient sa nouvelle réalité intérieure, que ce soit au niveau du corps ou au niveau de l'esprit. Donc, en jouant sur les 3 éléments, on a le plus de chances d'activer la superficie de ce triangle. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que on avait fait un article pour l'IMDHA avec Monica Gears où on disait, tiens, selon l'époque, en fait, ce côté du triangle, il était plus ou moins activé que l'autre. Donc, on avait des triangles isocèles, etc. Et en fait, on se disait, tiens, finalement, quand on fait que de l'hypnose conversationnelle, on se prive de la transe. Donc, le côté du triangle, il est tout petit. Donc, on a intérêt à avoir des super croyances en le thérapeute ou des super techniques de suggestion. Voilà. Donc, tout simplement, les convinceurs, c'est important parce que ça participe de tout le processus de l'hypnose. Voilà. Et souvent, on l'oublie en tant que thérapeute. Il faut vraiment jouer là-dessus, que le patient sache qu'il vit quelque chose et qu'il est en transe. Quels vont être ensuite les 4 tests qu'on va faire pour savoir si on a cette bonne transe, entre guillemets, stuporeuse, à votre avis? Alors, voilà. Mais on ne va pas faire ça avec les patients. Enfin, moi, personnellement, je ne le ferai pas. On va le faire en sens inverse des phénomènes hypnotiques. On va d'abord tester si on a une, non pas anesthésie, alors anesthésie spontanée dans le cas d'Esdale, mais là, pour moi, c'est vraiment une analgésie avec les techniques qu'on va utiliser. Ensuite, on va voir si on a une catalepsie, et après les phénomènes physiques, une catalepsie des muscles, majeure, mineure, et une catatonie. C'est un peu technique, mais vous allez comprendre pendant la démonstration, là où je vais en venir. Donc, c'est en sens inverse des phénomènes hypnotiques. Donc là, j'ai marqué analgésie sans suggestion, catalepsie, muscle majeur, puis mineur, une catatonie. Et surtout, et alors ça, c'est purement empirique, mais c'est très intéressant. À une époque, au cabinet, on utilisait un oxymètre pour savoir s'il y avait une corrélation entre le pouls, la profondeur de transe, ce n'est pas significatif. Par contre, un truc qui avait été déjà décrit par Platonov, qui est un disciple de Pavlov, et qui ensuite a été confirmé par Hellman, qui a été confirmé par Kruger, etc., c'est la respiration. Alors ça, c'est hyper simple. Grosso modo, dites-vous bien qu'un patient, pour qu'il rentre dans une phase d'hypnose de ralentissement psychologique et physiologique, il faut qu'il y ait un ralentissement de la ventilation. Et donc, on va être à peu près en dessous de 10 respirations par minute. Donc, vous faites une induction, vous faites un approfondissement et vous voyez que votre patient, il est encore vraiment en phase respiratoire intense. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour ralentir sa respiration? Pardon? On va l'approfondir, par exemple, ou bien on va le suggérer, tout simplement. Ben oui, c'est encore plus simple. Et la respiration devient plus ample, plus calme, plus profonde. OK? L'hypnose, il faut que ça soit toujours simple. Et souvent, on dit simple but not easy, c'est-à-dire on a des outils hyper simples, mais ce n'est pas facile forcément. Et il faut vraiment travailler avec ces outils simples pour obtenir en fait les phénomènes qu'on cherche à obtenir. Respiration, donc 10. Et Hellman avait décrit un état, alors ça mériterait une conférence qui s'appelle l'hypnosleep, où là, on doit être à 5-6 respirations par minute. 5-6 respirations par minute, ce n'est pas beaucoup parce que ça doit correspondre au sommeil profond, mais au sommeil la nuit. Et ça, il y a peu de personnes qui l'expérimentent ou l'utilisent. Il y a un copain en Irlande, il y a Christophe, moi j'ai quelques cas documentés comme ça, mais l'hypnosleep, c'est devenu un truc très peu travaillé de nos jours. Alors, l'émerge, vous appelez ça comme vous voulez, le réveil, la réassociation, peu importe, c'est quand vous allez ramener votre sujet. Il faut savoir que, est-ce que vous avez remarqué que quand le sujet il vous fait des transes longues et très cataleptiques, c'est-à-dire léthargiques, c'est-à-dire de relaxation, comme il a du mal à revenir et comme il est dans le pâté. Et inversement, vous faites du somnambulisme, vous avez un vrai somnambulique, c'est-à-dire le mec, pof, boum, hallucination négative, positive, la thérapie, la régression, le machin, tout ce que vous voulez rapidement. En fait, l'émerge va être très rapide. Il va revenir rapidement et se réassocier rapidement. Moi, je suis toujours étonné de voir à quel point, quand on a fait, par exemple, au cabinet, pour vous donner une idée, les chirurgies, ça peut durer 2-3 heures. 2-3 heures, c'est des beaux niveaux d'hypnose. Hein.
Voilà, séance thérapeutique, déjà 2-3 heures d'hypnose, c'est le patient, il revient, il a fait un voyage. Ben là, c'est la même chose. Et en fait, on se rend compte qu'il faut leur laisser le temps de revenir. Et ça, c'est vrai aussi bien en hypnose de scène, on ne va pas les sélectionner, parce que si jamais tu as un patient qui tombe en coma hypnotique, tu vas essayer de le dégager. On en parlait avec Michel tout à l'heure, il essaie de sélectionner les gens qui ne vont pas aller dans des typologies de transe comme ça, où ils s'endorment, où ils ne font rien. Et pareil en hypnose thérapeutique. Alors, cet état de coma, de transe hypnotique, posait un problème parce qu'on n'avait pas d'idée pour faire revenir le patient de cette transe de relaxation. Le patient, on lui fait une induction, blablabla, on travaille avec lui, que ce soit en hypnose opératoire, hypnose thérapeutique, et puis il ne revient pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, une claque, une bonne claque dans la gueule, un seau d'eau. J'ai jamais essayé, mais je pense que physiologiquement, ça devrait marcher. Mais je pense que le patient, il ne va pas être forcément bien. Voilà. Alors, technique d'Erickson, on active les fonctions physiologiques. Vous avez envie d'aller aux toilettes. OK? Voilà. Technique de Hellman. La menace, la fameuse menace hypnotique. Vous êtes tellement bien dans cet état de détente, de relaxation, que si vous voulez que je vous ramène en hypnose dans cet état-là, maintenant revenez. Et la technique de Jerry Kine, à l'américaine, business is business. Vous allez payer la prochaine patient. Exactement. Vous pouvez, allez-y, restez tout le temps que vous voulez sur le fauteuil. La session, toutes les 1 heure, ça sera $200. Eh bien oui. Alors, moi, je n'ai pas eu des trans de relaxation, ce qu'on appelle de l'SDL, ça j'en fais au quotidien parce qu'on va comprendre pourquoi ça fonctionne et pourquoi c'est intéressant. Mais par contre, j'ai eu que 2 cas en 20 ans de coma hypnotique spontané. C'est-à-dire le patient, tu lui fais la séance d'hypnose, tout se passe bien, il est réceptif et tout, et puis après tu lui dis, et dans un instant, je vais compter jusqu'à 5, à 1, une grande inspiration, à 2, à 3, machin, poum, et il ne se passe rien, et il ne revient pas. Et il revient pas. Alors là, tu te dis, bah, mais je suis malin, je connais Hellman, vous êtes tellement bien que vous allez revenir et tout. Et là, il ne revient pas. Là, tu te dis, bah, vous allez avoir envie de faire pipi et tout. Et là, il ne bouge pas, il ne revient pas. Et là, tu te dis, bon, alors qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire? Alors, je ne vais pas lui mettre des claques, etc. Alors, une première fois, ça m'est arrivé, le patient il est resté quand même 2-3 heures sur le fauteuil, donc on a lu les patients d'après. Et en fait, je lui ai dit, bah, écoutez, jouez de la musique. Moi, je suis sur l'ordinateur, je bosse à côté. Vous remontez quand vous voulez, comme un petit bouchon, etc. Et en fait, la patiente revient au bout de 2-3 heures et elle me dit, c'est fou parce que j'entendais votre voix, mais j'ai été tellement bien que je dis, oh non, non, laissez-moi, un truc comme ça. Donc, il faut savoir que ça, des patients comme ça, ils ont souvent quoi? Alors, ils sont trop bien, mais ce n'est pas forcément un signe de bonne santé mentale. C'est souvent des patients qui ont eu des... Eh bien, bien sûr. Ils ont eu l'habitude de se dissocier. Et puis surtout, là, ils sont dans un endroit où ils se sentent à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ont des logiques quand même de dissociation qui sont accentuées. Un copain qui est à Milan, qui est psychiatre, qui fait de l'hypnose, on va dire, qui a appris l'hypnose auprès de... Rykov, donc l'hypnose soviétique, lui il dit « Ah, mais c'est rien. Moi, j'ai eu un patient, il est resté 3 semaines en hypnose. » Je dis « C'est pas possible, comment tu as fait ?» Et il me dit bah, « C'est très simple. Je l'ai ramené dans sa famille, évidemment, le soir. Et il leur a dit bah, « Écoutez, couchez-la. C'était une jeune fille, couchez-la. Et puis demain matin, elle va revenir. » Ah, je ne sais même pas, mais oui, je pense qu'il a porté. Il m'a dit elle avait, ça devait être, enfin, c'était une jeune fille, quoi, 17-18 ans, enfin, c'était pas un enfant, mais c'était pas une adulte. Et le lendemain, il appelle la famille, ah ben non, elle ne s'est pas réveillée. Le soir, il appelle la famille, non, elle ne s'est pas réveillée. Le lendemain, non, elle ne s'est pas réveillée. Et au bout de 3 jours, quand même, elle se réveillait, elle allait aux toilettes, elle allait dans le frigo, et elle se recouchait. Boum. Au bout de 15 jours, elle a commencé à sortir un peu. Et en fait, sur les 3 semaines,
elle a fait une régression infantile spontanée. C'est-à-dire, en fait, elle régressait au niveau du langage, machin. Lui, il allait la voir tous les jours. Et au bout de 3 semaines, il la retrouve à 4 pattes en train de faire du coloriage. Ah oui, quand même, là. Ouais. Alors, le problème, en fait, et alors là, il a été intelligent parce qu'il lui parlait. Et en fait, le problème, c'est qu'elle avait eu un sentiment, on va dire, d'insécurité, de machin, etc. Et surtout, elle n'avait jamais eu de soins, de reconnaissance de la part de ses parents. Et c'était un bénéfice secondaire, c'est-à-dire je régresse spontanément pour être le petit enfant dont on ne s'est pas occupé. Et lui, il a eu une astuce, il a dit « Ok, très bien », alors je ne sais plus si c'est Isabella ou j'en sais rien. Il a dit « Tu sais, c'est incroyable ce que tu fais comme coloriage, on va faire venir la télé ». Et lui, il appelle la télé, mais vraiment, hein, et il fait un reportage sur elle, parce que c'était quand même un truc de dingue. Voilà. Et en fait, la reconnaissance médiatique qu'elle a eue lui a donné de tels bénéfices à revenir pour être reconnue, et voilà, qu'il s'en est sorti comme ça. Mais il m'a dit... Et alors après, lui, il est psychiatre, hein, et il m'a dit, de toute façon, il y avait un terrain dissociatif, plus, mais lui, il n'a que des patients comme ça. Parce que maintenant, il arriverait ça. Ouais. Ah oui. Ouais. Alors, à votre avis, on va prendre par exemple... Ben tiens, viens. Tu vas venir là. On va prendre un sujet, voilà, et on va imaginer, donc elle est en hypnose, donc on va imaginer qu'elle est hyper détendue, donc tu es comme ça. Ah, je fais pas vrai alors. Non, mais ça va. Mais tu vois, après, je te le fais pour du vrai. Mais après, je te le fais pour du vrai. Je sais pas faire pas vrai, moi. Ben, tu Non, fais semblant, non, tu fais c'est pas semblant. vrai. Ok, Qu'est-ce que je fasse, voilà. genre Donc, elle est comme ça, dans un état hyper détendu, relâché, etc. Psychologiquement, il ne se passe rien. Ok. Elle est tellement bien qu'elle n'a pas envie de travailler thérapeutiquement. Physiologiquement, elle est tellement détendue qu'elle n'a pas envie de bosser. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir exploiter cet état? À quoi ça va servir de faire cette transe de relaxation? Oui, ça c'est une première idée. Ouais. Alors, elle n'a pas accès à ces ressources parce que son cerveau, si tu veux, il n'a pas activé les zones, par exemple, de l'imagination, des ressources, il n'a pas activé la mémoire, etc. C'est vraiment, alors, on ne va pas dire que c'est un électrocéphalogramme plat, mais quand tu fais les études de l'hypnoscience, ça te montre qu'il ne se passe pas grand-chose. Hein? Un reset, un reboot, ouais, comme sur le portable. Des phénomènes? Tu crées un phénomène hypnotique? Mais dans quel intérêt? Par exemple, en fait, comment est-ce que je vais pouvoir l'exploiter? Est-ce qu'il y a une partie de la laisser justement comme ça et dire qu'on travaille avec autre chose? Ouais. Alors, par exemple, oui, si tu bosses comme ça, mais je pense qu'il vaut mieux être dans une transe d'activation. Je vous aime. Voilà, par exemple. Enfin, ça dépend de certaines mesures, quoi. On va rester éthique. Alors, tu peux faire semblant de revenir, parce qu'après... Non, mais moi, j'allais dormir. Mais je sais. Bouge pas, je te garde. En fait, ça va être intéressant, cette transe donc, de relaxation. On va surtout l'exploiter pour tout ce qui est davantage du physiologique et assez peu du psychologique. Donc, on va l'utiliser, par exemple, pour les patients qui sont stressés, pour l'anxiété, pour la dépression, pour le burn-out, pour les douleurs chroniques, pour la phase péritraumatique du trauma, donc comme l'a expliqué Julie Free, hein, à laquelle vous avez assisté à toutes les conférences, le moment où l'événement traumatique a lieu, et pour l'analgésie, c'est-à-dire il va falloir aller beaucoup plus loin si on veut obtenir de l'anesthésie. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on va utiliser beaucoup pour tout ce qui est physique, et évidemment, tous les outils de la transe de relaxation, on les utilise dans notre séance d'hypnose pour faire des phénomènes hypnotiques. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, quand on fait un phénomène hypnotique, le but, c'est qu'on veut diminuer le facteur critique. On veut diminuer le conscient en même temps. Okay? Mais ce n'est pas nécessaire. Parce qu'en fait, quand on va directement par là, automatiquement, ça diminue le conscient. En plus, vous activez le subconscient, en plus, le conscient diminue. Mais quand ça coince un peu, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On fractionne, on remet un petit coup d'induction, on diminue le conscient. Okay? Et on va plus vers le subconscient. Alors, je vais vous montrer, donc si tu veux bien me rappeler ton prénom. Auria. Auria, merveilleux.
Alors bon, je passe là les expérimentations, mais ça rejoint en fait tout ce qui a été fait en hypnose soviétique dans les temples du sommeil, c'est-à-dire des transes vraiment prolongées, et actuellement sur la gestion du burn-out. C'est intéressant. Je vais vous montrer toutes les techniques que je connais, que j'utilise surtout, et qui me semblent intéressantes. Et alors, je vais les faire en démo, et en même temps, on va les faire en induction collective. OK? Est-ce que tu as déjà fait de l'hypnose ou pas? Oui. Oui, merveilleux. Eh bien, encore mieux. Donc, tu prends une grande inspiration et tu laisses aller profondément. De plus en plus loin, plus bas. Très, très bien. Voilà. Bien calme, tranquille, facile. Je vais prendre le bras comme ça. Quand le bras est en l'air, tu peux entrouvrir les paupières. Et fermer. OK. Entrouvert. Et fermer. OK, je bloque le poignet, le coude, l'épaule, le bras va flotter en l'air toute seule et tu vas plonger toute seule à l'intérieur de toi. De plus en plus loin, plus bas, de plus en plus profondément. Super. Très bien. OK. Donc là, et après on va le faire ensemble. Première technique, c'est ce qu'on appelle les paliers qu'a décrit Dave Hellman. Donc on dit au patient, on va aller encore plus loin, plus bas, plus profondément dans la relaxation. Il y a 3 paliers de relaxation, le palier A, le palier B, le palier C. Le palier C, c'est le palier le plus bas de la relaxation que tu puisses expérimenter aujourd'hui. C'est le palier où tu débranches complètement tous les fils au niveau du corps et de l'esprit. Pour aller au palier A, c'est très simple. Tu vas tout simplement imaginer que tu prends un escalier, un ascenseur, un escalator et que tu descends encore plus loin, plus bas, plus profondément en hypnose. Et quand tu auras atteint le premier palier de relaxation, tu pourras tout simplement me le signifier en disant « Ah ». Et tu prends tout ton temps. Tu peux y aller. Très bien. Et tu continues de descendre pendant que je parle aux autres. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser toujours une suggestion directe. Par contre, une méthode indirecte. C'est-à-dire, en fait, je donne une suggestion, je laisse bosser le patient, et c'est le patient, en fait, qui me donne le feedback pour qu'elle soit sûre d'avoir atteint le premier palier de relaxation en ayant, évidemment, c'est totalement subjectif, la sensation d'avoir doublé sa relaxation. Des fois, elle peut soit prendre le temps nécessaire pour aller au premier palier de relaxation, soit des fois aussi, elle va dans une typologie de transe tellement relaxe qu'elle ne peut plus parler déjà. Okay? Donc à ce moment-là, quand tu auras atteint le premier palier de relaxation, tu pourras me le signifier en bougeant n'importe quelle partie de ton corps, ça peut être un doigt, un pied, un coude, une épaule, de façon totalement automatique. Ok, super, très bien. Donc, le premier palier, tu es au premier palier de relaxation, très bien. Maintenant, on va pouvoir aller au deuxième palier de relaxation, c'est encore plus simple. Pour aller au palier B, à nouveau, tu vas reprendre ton ascenseur, ton escalator, n'importe quoi, un truc qui descend en fait. Alors, on fait attention, il faut qu'on donne des idées aux patients de métaphores, mais évidemment, s'il y a des patients phobiques, l'ascenseur, ce n'est pas une bonne idée. Donc, on lui suggère plein d'idées. On lui dit, tu descends, en fait. Des fois, même Hellman, il disait juste doubler la relaxation que vous avez. Et quand vous avez doublé la relaxation, à ce moment-là, vous me le signifiez. Et de la même façon, n'importe quel doigt ou bras, ou tout bouge de façon totalement automatique. Donc là, ce qu'on observe, c'est le ralentissement psychologique et physiologique du sujet, la respiration qui devient plus ample, plus calme, plus profonde, et le tonus musculaire qui se modifie. On le voit parce que la nuque part en avant, et puis on le voit quand on fait une catalepsie comme ça, au bout d'un moment, en fait, on va avoir soit le bras qui redescend, soit qui peut rester en l'air. Mais disons, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de, même si le terme est mal consacré, de l'endormissement, on va dire de l'image de l'endormissement. Très bien. Et ensuite, on va suggérer, maintenant pour aller au palier C, de la même façon, tu vas doubler la relaxation. OK? Donc c'est hyper simple comme technique.
C'est une métaphore en fait. C'est une métaphore d'une métaphore. Très bien, super, très très bien. Et tu te laisses flotter agréablement. Très bien, dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu vas pouvoir ouvrir les yeux, tu vas prendre une grande énergie et tu vas revenir. 1, 2, 3. Très bien. C'est bien, c'est agréable. Voilà. Tu sens que tu plonges et c'est cette sensation-là intérieure. Quand on fait de la transe somnambulique, inversement, on doit vraiment avoir la sensation d'intense activation cérébrale et pas je suis flagada, quoi. OK? Très bien. Tu te sens de faire une deuxième technique? Merveilleux. Alors, deuxième technique, donc qui vient de John Butler. En fait, l'idée est très simple. Comme on a dans cette technique-là un ralentissement de la respiration, ben on va tout simplement faire la même technique des paliers, mais en jouant uniquement sur la respiration. Tu prends une grande inspiration et tu repars. Encore plus loin, plus bas, plus profond. Très, très bien. Donc, on dit de la même façon au patient, on va pouvoir aller encore plus loin, plus bas dans cet état de relaxation, si elle a par exemple des douleurs chroniques, ou bien si on doit l'opérer des dents de sagesse. Et puis, il faut que quand on traite, quand on fasse la chirurgie, on fasse la partie d'hypnose pour l'anesthésie, mais par contre, on s'occupe aussi du corps et on ralentisse. On doit obtenir une hypnosédation. Donc, c'est pour ça que ces techniques-là, même si en soi, elles sont assez limitées, parce qu'elles traitent surtout de la physiologie du corps, c'est des outils à connaître pour d'autres applications. Donc là, on va lui dire, il y a 3 paliers de relaxation, le palier 1, le palier 2, le palier 3, on va changer par exemple. Pour aller au palier 1, c'est très simple, tu vas porter ton attention sur la respiration. Et là, on va lui donner une sensation, on va lui dire de réinterprétation. Chaque expiration t'entraîne encore plus loin, plus bas, plus profondément. C'est hyper simple. Juste réinterprétation, tout simplement parce que du fait du tonus respiratoire, sur chaque expiration, ben, on se relâche. Et là, je vais le réinterpréter, je lui dis au bout d'un moment, tu vas te sentir tellement détendu que tu auras doublé la détente que tu as et tu auras atteint le premier palier de relaxation. Et tu peux me le signifier de la même façon en bougeant n'importe quel doigt de façon totalement automatique, involontaire et sans effort. Souvent, pour les réponses du subconscient, je vais utiliser la terminologie automatique, involontaire et sans effort qui sont les 3 caractéristiques d'une réponse du subconscient. Donc là, on a eu le signaling, ok? Donc là, elle est au palier A. On va maintenant lui dire, on va aller au palier B. De la même façon, tu vas porter ton attention sur l'expiration. Chaque expiration t'entraîne encore plus loin, plus bas, plus profondément. Et tu ralentis encore plus. Très bien. Et quand tu auras doublé la détente que tu as, la sensation de relaxation, tu pourras me le signifier de la même façon. Et tu prends tout ton temps. Quand on fait de l'hypnose, on n'est pas pressé, on n'est pas inquiet, on est peinard. Et on attend. Très bien. Donc là, elle a une trotteuse, donc on est à 10 respirations par minute. Donc là, c'est bien, on commence à être cool. Et pour aller au dernier palier, alors là, je fais un truc, entre guillemets, un peu plus intéressant. Je ne vais pas lui dire de doubler la relaxation, je vais lui dire maintenant, tu vas pouvoir repartir pour aller au palier C. Et de la même façon, tu vas descendre sur chaque expiration, plus loin, plus bas, plus profondément. Au bout d'un moment, tu vas sentir que tu ne peux pas descendre davantage. Tu ne peux pas t'enfoncer plus loin. Moi, les patients, ils sont à ce moment-là sur le fauteuil, allongés, et je vais leur dire, voilà, vous sentez que le corps devient complètement mou, complètement pesant, et vous ne pouvez pas vous enfoncer davantage dans la détente, dans la relaxation. Voilà. Vous ne pouvez pas aller plus loin, plus bas. Et ça, on le sent intérieurement. Chaque expiration, ça fait des paliers. On détend, on détend. Et quand, au bout d'un moment, on sent que, hop, ça y est, on s'enfonce, mais on ne peut plus aller plus bas, là, on a atteint le palier. À ce moment-là, je dirais au patient, je suggérerais, je dis, et en prenant tout le temps nécessaire, quand vous vous sentez prêt, qu'on commence le traitement, la bouche s'ouvrira toute seule et on commence le traitement. Voilà. Donc, c'est toujours la suggestion. Et ensuite, je me réajuste par rapport à ce que dit au patient. Mais c'est toujours une méthode indirecte. C'est-à-dire, je ne lui dis pas, ouvrez la bouche. Non. Je lui dis, quand vous vous sentirez suffisamment prêt, etc. OK? Dans un instant. Ah bah tiens, on va...
Hein, donc, alors pour moi, on n'a pas une anesthésie, on a une analgésie sans suggestion. Mais si on veut, entre guillemets, faire de la chirurgie, il faudrait aller plus loin, plus bas. Et surtout, et c'est là où on peut discuter, mais ça n'a à mon sens aucun intérêt pour cette présentation, c'est que là, la différence entre l'anesthésie et l'analgésie, c'est que dans la sensibilité, il y a 3 composantes. Il y a la douleur, il y a la chaleur et il y a la pression. Une analgésie, c'est une perte partielle de la sensibilité. Okay, c'est-à-dire, elle n'a plus la douleur, par contre, elle sent que je l'ai pincée ici. Okay, et si parce qu'elle sent la pression, et si j'amenais la température, elle sentirait la température. Quand j'ai une anesthésie véritable, j'ai une perte complète de la sensibilité. C'est-à-dire, si je suggère que la main est anesthésiée, elle ne peut pas savoir si je touche ici ou si je touche là. Okay, donc, pour moi, ça correspond à un niveau beaucoup plus profond de somnambulisme et qui est vraiment une hallucination kinesthésique négative. Ça, c'est un premier élément qui est intéressant. Et il y a un monde entre obtenir l'analgésie et l'anesthésie. Il faut vraiment bosser. Et surtout, si je veux faire comme Esdale, obtenir et mettre un coup de bistouri, il faudrait que je l'approfondisse, mais encore pendant des plombes. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, je vais aller beaucoup plus vite à travailler en transe somnambulique pour produire le phénomène hypnotique d'anesthésie. Et ensuite, relaxer le corps et la détente pour avoir la sédation. Donc, on part en sens inverse. Et ça, c'est la super astuce. Deuxième élément, dans un moment, tu vas essayer de bouger, d'ouvrir les yeux. Très bien. Là, c'est intéressant. C'est comme dans l'induction d'Hellman, on voit que le sujet ne cherche même pas à bouger les yeux. Okay, et tu vas essayer de bouger la jambe. Très bien. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'ensuite, on va développer une catatonie. Et la catatonie, c'est très intéressant parce qu'on n'a pas du tout la même sensation quand on travaille sur le patient qu'avec une catalepsie. C'est-à-dire, on doit vraiment avoir une sensation que les membres sont comme en cire. Et on peut les bouger et ils gardent la position qu'on leur donne. Okay, voilà. Ça, c'est vraiment, entre guillemets, les 4 caractéristiques que décrivait James Esdale, c'est-à-dire l'anesthésie, alors l'analgésie ici spontanée, sans suggestion, et ensuite catalepsie, impossibilité de bouger les muscles mineurs, majeurs, et après. Voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va toute seule profond. Hein. OK ? Alors, dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu vas prendre une grande inspiration et tu vas ouvrir les yeux. Non, je vais compter jusqu'à 5. À 1, tu vas prendre une grande inspiration. Tu ramènes de l'énergie dans le corps, sent super bien. À 2, tu peux bouger les pieds, les bras, les mains, tout redevient normal. Ça, c'est super important. Parce que si vous avez provoqué une anesthésie, l'anesthésie, elle reste en post-hypnotique. Hein. Donc le patient, il ne peut plus conduire. Hein. Très bien, tu peux bouger, tu ramènes de la conscience dans le corps. Tout redevient normal. Donc je donne la suggestion, tout redevient normal. Tu bouges les pieds, les mains, tu ramènes de la conscience dans le corps. À 3, tu peux ramener ton esprit ici et maintenant, dans le temps, dans l'espace. À 4, tu peux t'étirer, bâiller, revenir. Et quand tu le sens, tu peux ouvrir les yeux pour revenir parmi nous. Et à 5, tu es là. Et là, volontairement, le ton de la voix change un peu pour ne pas garder une voix hypnotique. OK ? Qu'est-ce que tu as mis à ma main ? Ben rien, tu verras après. On te dira plus tard. Merci. Alors, vous allez expérimenter cet état de transe de relaxation. Je vais vous donner plein d'autres techniques. Alors, j'ai pas le temps de... Oui. Et si jamais, je sais pas, il y a un réveil, Si jamais il y a un... je sais pas, un réveil ou... C'est un réveil qui sonne? Non, une sensation de douleur. Ah. Est-ce que tu fais de l'amnésie dans ces cas-là? Alors, par exemple, si tu veux... alors, ouais. Non, alors ça ne fonctionne pas comme ça, par exemple. Avant, bon, très rapide, parce qu'on a combien de temps là? Un quart d'heure. Un quart d'heure? Ok, on va faire vite. Alors, juste pour répondre à ta question, je vais faire une amnésie sélective, mais pas une amnésie complète. Avant, je faisais de l'amnésie sélective, vous allez oublier toute la chirurgie, vous sentez, et les patients, ils se réveillent, et si c'est des somnambuliques, ils te disent, bon, on y va pour les dents de sagesse? Et là, tu dis, bah non, tu as déjà été opéré. Et alors là, c'est hyper flippant et déstabilisant. Donc maintenant, je fais une amnésie sélective. Vous allez oublier toutes les sensations désagréables, les sensations, les pressions, les douleurs, les machins, tac, tac, et ne garder que les sensations positives, etc. Mais cette transe-là qu'on a vue,
toi, de toute façon, à ton cabinet, tu vas l'utiliser pour ça. Le stress, l'anxiété, la dépression, le burn-out, les douleurs chroniques. Douleurs chroniques, ça, c'est un truc à apprendre aux patients en auto-hypnose, tu vois. Alors, on va vite aller, parce que je voudrais que vous pratiquiez, puisque vous avez un quart d'heure. Je vais vous décrire quelques autres techniques qui sont hyper intéressantes. Déjà, première technique qui, moi, a révolutionné pas mal de choses, c'est la respiration holotropique. Ça, c'est une transe de dingue quand même. Je vous invite à découvrir ça parce que c'est quand même extraordinaire. Donc, le principe, c'est que on va provoquer une hyperventilation du patient. On va lui dire, OK, prends une grande inspiration. Et vous le faites. Hein. Alors, vous, pas trop longtemps, parce que sinon, vous allez partir aussi avec lui. Mais vous continuez. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. OK? En respiration holotropique, moi, ça a duré 30-40 minutes d'hyperventilation. Ouais, alors, et je t'assure que c'est pas… Qui en a fait? C'est pas agréable à subir. C'est vraiment le truc que tu fais, tu es forcé, quoi. Et après, on lâche tout, et là, et alors là, tu pars… Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas faire 30-40 minutes, mais l'idée, c'est qu'on va faire hyperventiler le patient avant l'intervention. On va créer donc une acidose. Et à ce moment-là, ensuite, tout simplement, on va refaire les paliers, on va faire les paliers de respiration. Et en fait, il a tellement hyperventilé que, entre guillemets, il est défoncé. Et donc, sa respiration va se ralentir très rapidement. Et donc, vous allez obtenir 5-6 respirations par minute, bien en dessous de 10, très très vite. OK ? Alors là, il y a un problème s'il part en malaise vagal. Alors, le malaise vagal, c'est parce qu'il est stressé avant une intervention, c'est parce qu'il y a autre chose, tu vois. Il ne va pas partir en malaise vagal quand tu fais une hyperventilation. Est-ce qu'on peut lui demander s'il n'a pas de problème cardiaque? Tout à fait. Ah bah oui, ça c'est un peu la base. Hein. Mais de toute façon, la respiration holotropique, c'est quand même encadré. C'est-à-dire au début, tu demandes au patient si… Donc ça, c'est juste une technique. Alors, vous n'allez pas faire 20-30 minutes, mais déjà, vous prenez, entre guillemets, vous avez un super lead sur le patient. Il est dans les instructions, donc il suit, et puis au bout d'un moment, il part en transe. Dans les techniques des 3 paliers, on peut faire les 3 singes, c'est-à-dire, en fait, vous savez les singes, là, tac, tac, tac. Alors, on va lui dire, OK, premier palier, tu ne vois plus rien. Quand tu ne vois plus rien à l'extérieur, ferme les yeux. À l'intérieur, tu ne vois plus rien, tu n'as plus d'image. OK, premier palier de relaxation, tu enlèves la perception, le sens visuel. Quand il a plu, OK, deuxième palier, tu n'entends plus rien. Tu entends quand même un peu ma voix. Mais il n'y a plus de dialogue intérieur. Il n'y a plus de voix à l'intérieur de toi. Et troisième palier, c'est le troisième palier, c'est il n'y a plus de sensation. Tu ne sens plus rien. Alors, ça, c'est un peu anecdotique. Par contre, un truc que j'utilise tout le temps au cabinet, et ça, vous le savez, les systèmes ortho-parasympathiques, c'est-à-dire le stress, la détente, c'est l'accélérateur et le frein au niveau de l'organisme. Ils ont la capacité d'être antagonistes. Donc, quand on active l'un, on désactive l'autre. Donc, tout ce qui va activer le système parasympathique de la relaxation va permettre, en fait, d'aller dans cette transe-là. Donc, moi, au patient, pourquoi j'utilise de la lumière? Parce que je vais créer une contraction pupillaire. Quand je crée une contraction pupillaire, j'active le système parasympathique. Je vais dire à mon patient, vous allez sentir un flot de salive, produire de plus en plus de salive, et vous allez vous mettre à déglutir de plus en plus. Activation de la salive égale activation du parasympathique. En fait, et ça c'est une idée très intéressante qu'avait Hellman, pour produire un état, on va produire les caractéristiques physiologiques de l'état. OK? Et pareil pour le cœur, on va suggérer au patient, la respiration devient de plus en plus ample, plus calme, plus profonde, et vous allez sentir les battements cardiaques et le cœur devient de plus en plus calme, ralenti, calme, tranquille. Alors, il ne faut pas trop… Ça peut faire un peu flipper certains patients, le cœur, ok? Parce que j'ai certains patients qui m'ont dit « Ah ouais, mais bon, ralentir le cœur, est-ce que je ne vais pas me mourir ?» Donc, bah, allez-y mollo. Mais déjà, les pupilles, ça c'est intéressant. Alors, après, qu'est-ce que c'est la RMP, la PRM? Relaxation musculaire progressive. Mais ça, alors, ce n'est pas la même chose. En fait, la relaxation musculaire progressive, c'est l'adaptation des techniques de relaxologie initiale décrites par Jacobson et Schultz à l'hypnose. Et vous allez aux États-Unis, le gold standard pendant des années, c'était la MRP, Muscular Progressive Relaxation. Et une vraie relaxation musculaire progressive, c'est 15 minutes, un quart d'heure. C'est 15 minutes, 20 minutes.
C'est pas 3 minutes, c'est pas le front est détendu. Non, tu prends vraiment le temps, etc. Ça, c'est bête, c'est répétitif, mais c'est super efficace. Je vous invite à étudier aussi toutes les techniques de la relaxologie. Souvent, le training autogène de Schultz, Jacobson, etc. On se dit, wow, c'est con, c'est hyper puissant. Par contre, Schultz, sa technique, telle qu'il l'a décrit lui, c'est 42 séances pour le patient. Donc, on ne va pas faire du Schultz, mais par contre, on va utiliser, on va dire au patient, genre le body scan, tout simplement, portez votre attention sur le front totalement lisse, relâché, etc. Les yeux complètement, voilà. Et alors, on mêle ça à la respiration. Enfin, on fait un mix, en fait, entre toutes ces techniques de suggestion, de lourdeur, de chaleur, de détente et de respiration. Voilà. Et l'idée, ça va être de l'enfoncer. En France, on avait un bonhomme, je ne sais pas qui connaît Marcel Rouet. Oui. C'est super intéressant tout ce qu'il a écrit. C'est très, très intéressant. Relaxation psychodynamique, qui avait fait une synthèse des travaux de Schultz, Jacobson, etc. Et lui, il a une bonne technique. En fait, il va d'abord suggérer alors, peu importe, hein, il y en a qui font par la tête, les pieds, mais lui, il suggérait d'abord le visage. Donc, il avait fait un mix entre Jacobson, Schultz, etc. Parce que chez Jacobson, il y a l'idée de la contraction musculaire et de la relaxation. Voilà. Ça peut être intéressant aussi. C'est-à-dire, en fait, pour certains patients, pour bien sentir la relaxation, il faut d'abord être contracté. Donc, vous pouvez dire à votre patient, etc. Qui était là il y a 2 ans? Il y avait Nasmine Guller, médecin urgentiste, qui était là et qui expliquait, en fait, le patient, il est là, il est dans un état de stress et tout. Elle ne va pas lui dire calme-toi, calme-toi. Elle va dire allez-y, allez-y. Respirez de plus en plus. Allez-y, continuez, continuez, etc. En fait, elle a accentué le phénomène physiologique. Et au bout d'un moment, le patient, il n'en pouvait plus, quoi. Et là, il lâchait tout. Et là, elle faisait l'hypnose et l'induction. Voilà. Donc souvent, le principe, c'est en fait, quand on veut redresser une barre de fer, il faut d'abord la tordre davantage. Okay ? C'est un peu le principe. On va aller en sens inverse de ce qu'on aurait tendance à vouloir faire. Alors, vous vous mettez 2 par 2, on a 10 minutes. Vous choisissez soit n'importe quelle induction, que rien, fixez le point, une grande inspiration, on ferme les yeux. Et ensuite, vous faites soit la technique d'Hellman que j'ai démontrée, les 3 paliers, soit les paliers de respiration. Vous pouvez commencer par de l'hyperventilation, activation du système parasympathique, ce que vous voulez.